Moi, j'interviendrai. Alors, je dirais que est-ce que ce qui a été présenté, ce qui est trouvé dans ces recherches, ce qui est pointé, ne peut pas justement faire l'objet, peut-être avec un langage adapté, selon les cas, pas faire l'objet d'un travail. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, dans des séquences de travail, poser aux personnes cette idée que dans la société, il y a des normes, et si on ne les respecte pas, comment peut-on les transformer, ces normes? C'est-à-dire qu'en fait, que cette découverte faite par la recherche puisse être l'objet d'un travail tout à fait normal avec le public en disant qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça, qu'est-ce que moi je fais quand je suis formateur et qu'on me demande de faire ça, etc. Je partage complètement cette idée selon laquelle effectivement plus on est au clair avec ce que l'on fait et plus on arrive à l'exprimer clairement à l'égard des personnes avec lesquelles on travaille, plus c'est simple pour les personnes de se positionner. La difficulté de ces formes d'injonctions qui sont faites, c'est qu'elles restent dans l'implicite et que ça demande finalement aux personnes de gros efforts pour arriver à décoder ce qui est implicite dans la relation d'insertion et dans le processus lui-même. Oui, Emmanuel Journeau, le CARIF de la région Lorraine. Moi j'avais une question autour de la première piste, autour de l'étayage institutionnel et des réseaux professionnels. Parce que nous on est bien placés pour savoir qu'effectivement il y a beaucoup d'injonctions au travail en réseau, mais quand on essaie de les mettre en place et de les animer, il y a souvent une distance entre les objectifs fixés et la réalité concrète. Donc en gros, ma question qui est un petit peu provocatrice quelque part, c'est est-ce que ce travail en réseau n'est pas un peu un vœu pieux ? Si ça reste de l'ordre de l'intention et sans structuration, sans organisation, on est dans les mêmes formes d'absence d'institution ou de désinstitutionnalisation. Ça laisse du vide. Si c'est juste dire qu'on appartient à un réseau, mais que ce réseau n'a pas de production concrète, effectivement, c'est juste de la fumée. C'est juste le fait de dire oui, il existe des choses. D'accord, mais concrètement, c'est quoi ces choses-là? En fait, on affiche, on peut avoir des contacts, une liste de personnes avec des numéros de téléphone. C'est-à-dire qu'un réseau informel, c'est pas un réseau, c'est juste une idée, un projet de réseau. Dans l'idée de réseau, il y a l'idée de remettre du formel là où, pour les personnes, pour les sujets, il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'accès à l'information, il n'y a plus de contact immédiat. Il y a des noms de dispositifs, il y a des noms d'institutions, mais on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas trouver quel repère. Donc ça suppose effectivement, pour qu'un réseau existe, ça suppose de le structurer et de le formaliser pour savoir qui fait quoi et qui est l'interlocuteur de qui. Bonjour, Tatiana Cambert, formatrice et conseillère en formation au CFP Mirecourt. Donc moi, je reçois des candidats, j'élabore leur parcours de formation. Donc, tous les stagiaires ont un parcours individualisé en fonction de leur projet professionnel. Et c'est vrai que je me suis complètement retrouvée dans ce que vous dites, parce que parfois j'ai des stagiaires qui inventent complètement un projet. Donc moi, je leur élabore leur formation, leur parcours à partir de ça. Et au final, ils se rendent compte que ça ne correspondait pas à ce qu'ils souhaitaient réellement. Et ça ne convient pas du tout, quoi. Et je me demande, ça fait plusieurs fois que je me pose la question de savoir effectivement pourquoi ils s'inventent une vie ou des projets. Et là, ça répond un petit peu à mes questions. Ce qui est très difficile, hein, parce qu'arriver à trouver un juste milieu entre, parce que vous avez la contrainte temporelle aussi. C'est-à-dire que le temps n'est pas illimité, vous êtes dans des modes de financement, dans des logiques aussi de rentabilité clairement affichées. Et donc votre temporalité institutionnelle n'est pas nécessairement la temporalité du cheminement des personnes que vous accompagnez. Et trouver le juste milieu entre le fait de limiter ces mises en scène sociales, le fait d'arriver à élaborer des étapes dans la réinsertion, je pense que la plus grosse difficulté, c'est l'isolement en tant que professionnel, le fait d'être dans des relations interindividuelles sans un collectif de travail qui permet de dire à un moment donné comment est-ce qu'ensemble on peut arriver à mettre en place des choses qui feront que ça va faciliter la relation avec nos usagers ou nos bénéficiaires et qui les aideront à limiter ces mises en scène.
Donc moi, c'est vrai que c'est la solution. Quand vraiment je sens que j'arrive pas à faire émerger les besoins, je travaille plus en collectif. Mais je vois pas par quel autre moyen je pourrais réaliser le parcours de formation, à part par un questionnement à partir du projet. Oui, Jean-Louis Villot du GIP Formation Conseil. Je ne résiste pas à une question iconoclaste. J'ai envie de dire, oui, et alors est-ce que la fin ne justifie pas les moyens? Est-ce que le fait d'utiliser le discours dominant ne justifie pas effectivement et la fonction du formateur et le métier de stagiaire ou de bénéficiaire pour aboutir enfin à l'insertion? Et je dirais, oui, et alors, sont-ils insérés? Ont-ils accès à l'emploi? Parce que ce qui apparaît quand même, c'est qu'en termes d'insertion, le fait de déplacer la responsabilité collective vers la responsabilité individuelle n'a pas multiplié de manière exponentielle les possibilités d'accéder à un emploi. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement c'est un élément qui facilite? Si ça facilite quoi? Qu'est-ce que ça apporte finalement aux personnes? Qu'est-ce que ça apporte à la société au sens large? A priori, on pourrait penser que les dispositifs d'insertion socio-professionnelle ont comme finalité de faciliter l'accès à l'emploi, de limiter le chômage. Et donc, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, si ce n'est pas le cas, et après tout, qu'on accepte, qu'on fait le choix de vivre avec une frange de la population qui est au chômage, et qu'on se dit, effectivement, ils n'ont pas d'emploi, mais en même temps, cette manière, ce type de processus permet de développer telle ou telle chose, et les citoyens sont en fait des citoyens plus éclairés et des citoyens plus à l'aise, qui trouvent plus facilement leur place. Après tout, ça peut être une finalité, c'est-à-dire que l'emploi n'est peut-être pas forcément la visée à atteindre, mais si l'emploi n'est pas le résultat attendu et que les personnes sont en souffrance du fait de ces injonctions, alors pour le coup, ça m'interroge. Et de ce que j'ai pu voir dans les études mises en place, qu'effectivement, sur un plan cognitif, sur un plan de stratégie sociale, ils apprennent énormément. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité à se mouvoir plus facilement d'un milieu social à un autre, d'un environnement socio-professionnel à un autre. Maintenant, le coût subjectif de cet investissement-là est quand même phénoménal. Ça en est au point même de se demander qui on est à la fin.